Bonjour à tous, aujourd'hui c'est avec un grand plaisir que j'interviewe quelqu'un qui compte particulièrement pour moi parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert le Six Sigma. Alors il est ingénieur, chercheur, enseignant, consultant et auteur de plusieurs ouvrages de référence, bref il a vraiment toutes les casquettes. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Maurice Pilet. Bonjour Monsieur Pilet, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Leclerc. Très bien. Alors, je l'ai dit, c'est avec une émotion toute particulière que je fais cette interview parce que c'est grâce à votre livre que j'ai découvert le Six Sigma. Alors que Merci. j'étais encore étudiant en école d'ingénieur, et pour moi c'est sûrement l'un des meilleurs ouvrages, en tout cas écrits en français, sur ce sujet. Donc pour ceux qui veulent savoir comment mettre en place le Six Sigma dans leur entreprise, restez avec nous parce que vous allez apprendre énormément de choses. Avant de rentrer dans le détail, Monsieur Pilet, qui êtes-vous? Parlez-nous un peu de votre parcours. Mon parcours, je suis professeur d'université à l'université de Savoie-Mont-Blanc. Et donc, je n'ai pas un parcours d'ingénieur. Non, non, je ne suis pas ingénieur. J'ai fait un parcours voilà, tout à fait classique pour un enseignant, normal sup. Ensuite, j'ai été agrégé de génie mécanique. Donc, je suis d'abord un mécanicien. Et ensuite, je me suis intéressé à la qualité très tôt dans mon parcours, puisque dès que j'ai pris le poste d'enseignant, c'est pas quelque chose qu'on enseignait à l'époque où j'étais étudiant, la qualité. Mais en tout cas, dès que je suis arrivé enseignant, moi, ce que je voulais, c'est avoir un triplet d'activités, c'est-à-dire que l'enseignement, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, très clairement, j'avais fait ce choix très tôt dans ma jeunesse de devenir enseignant. Mais je voulais enseigner ce que je pratiquais. Donc, dès le début, j'ai fait le tour un petit peu des popotes, c'est-à-dire des entreprises un petit peu autour d'Annecy qui accepteraient de travailler avec un enseignant. À l'époque, c'était pas si facile que ça. C'était la coopération entre universitaires et industriels n'allait pas de soi, mais j'ai trouvé quand même des gens qui acceptaient de travailler sur ces sujets-là. Et puis, toute ma carrière, j'aurais fait finalement le triplet qui va bien, c'est-à-dire que d'abord la recherche, puisque je suis directeur de recherche dans le laboratoire CIM de l'Université de Savoie, qui permet d'innover dans des méthodologies ou alors dans des outils. Et donc on réfléchit, mais pour réfléchir, il faut avoir des besoins. Et réfléchir à quoi? Donc finalement, c'est en allant dans les entreprises que je trouve des sujets, des opportunités de recherche. On réfléchit, on les applique, et puis en les enseignant, c'est quelque chose ça permet d'élargir le spectre, et puis finalement de reformuler. C'est un élément très très important. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte assez souvent quand on reformule qu'on comprend les choses. Et il m'est arrivé souvent d'ailleurs de comprendre des concepts que je pensais avoir compris, mais finalement j'en ai mieux compris la substantifique moi en l'enseignant, parce que quand le cerveau se met en situation de reformulation, il est un peu dans une situation différente de la situation de lecture. Donc voilà. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que une des premières choses qu'on m'a demandé de faire, c'était une machine à dévoiler les roues de vélo. Voilà. Donc j'ai fait un algorithme à dévoiler les roues de vélo. Wow. Et ça m'a permis de connaître les plans d'expérience. C'est comme ça que j'ai connu les plans d'expérience, puisque je devais réaliser une machine qui apprenne toute seule le comportement d'une roue de vélo, puisqu'elle devait être capable de dévoiler n'importe quelle roue de vélo. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, mais alors il va falloir apprendre une technique d'apprentissage. Et là, je n'ai pas appris ça à l'école, bien évidemment. Plan d'expérience, il y avait Benoît qui enseignait un petit peu, des grands anciens. Voilà. Donc, très clairement, c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait cette technique des plans d'expérience. Et il y avait d'ailleurs un grand monsieur, un Fantanlu, un professeur français d'Aix-Marseille qui était extraordinaire. Et c'était un des leaders mondiaux dans le domaine que j'ai pu rencontrer, ce monsieur. Et je suis allé rencontrer Taguchi au Japon également, là, pour essayer de... Et puis d'autres entreprises m'ont dit, tiens, il y a une chose dont on entend parler. Alors c'était en 1984, donc c'est vieux. Et leur patron de la qualité qui était très ouvert, il dit, j'ai entendu parler qu'aux États-Unis, il parlait beaucoup du SPC, on ne sait pas ce que c'est. Si tu pouvais nous faire une étude et voir si ça pouvait nous être utile, ça serait... voilà, et c'est comme ça que je suis rentré dans ce monde du SPC, de Six Sigma, le monde des statistiques. Voilà. Okay. En fait, finalement, c'est plus l'opportunité que la formation qui m'a amené là-dedans.
D'accord. Donc pour ceux qui connaissent pas, SPC, ça veut dire Statistic Process Control. C'est tout ce qui est autour des cartes de contrôle, la maîtrise statistique des procédés. C'est la maîtrise du process, voilà, exactement. Six Sigma, d'ailleurs, Six Sigma, ça vient du SPC. Six Sigma, c'est le SPC au départ. C'est d'abord une application du SPC chez Motorola qui petit à petit s'est transformée vers une maîtrise de la variabilité, mais très clairement, tout au départ, hein, moi j'ai suivi Motorola, l'évolution un petit peu de la méthode Six Sigma, mais elle a énormément évolué. Au départ, c'était du SPC, même plutôt moins bien que faisait Ford à l'époque. Hein. D'accord, ok. Et donc vous avez dit, là, il y a quand même quelque chose qui m'a marqué, vous avez rencontré Monsieur Taguchi. Voilà, ouais, absolument. Ouais. Wow, je suis allé me former au Japon auprès de Taguchi, ouais, c'était assez impressionnant. Ouais. Et comment on fait pour rencontrer Monsieur Taguchi? Il avait une école, c'est quoi? Il était consultant, voilà, et il donnait des formations. Et puis il y avait le CIPE qui organisait des voyages d'études au Japon. Et dans un de ces voyages, il y avait voilà, une formation avec Taguchi. Donc j'étais sur l'occasion pour aller me former. Vous avez pas rencontré Jack Welch par hasard? Non, je ne vais pas représenter, c'est effectivement sans doute grâce à lui que le Six Sigma est devenu mondial, en tout cas. Ouais, voilà. Tout à fait. Le grand patron de chez General Electric. General Electric, voilà. Ouais. Enfin, qui a donné l'envie, hein, parce qu'évidemment, chaque année, comment dirais-je, la bourse était multipliée par 2 ou 3, le cours à l'époque. Et il disait que c'était grâce à Six Sigma. Alors forcément, tous les patrons avaient envie de faire du Six Sigma. Ok, ouais, c'est sûr que ça motive, je pense. Ah oui, quand je présente Six Sigma, d'ailleurs, je montre le cours de General Electric, le cours de bourse, en même temps que les discours de Welch. Et là, c'est clair qu'on comprend pourquoi tout le monde s'est mis à Six Sigma, quoi. Ok, donc vous avez dit que vous étiez consultant aussi, professeur, consultant. Vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, auteur du livre Six Sigma, comment l'appliquer. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que vous avez évoqué l'aspect organisationnel. Parce que le Six Sigma, c'est des outils, mais c'est aussi toute une organisation, une façon de travailler. Et donc la question que je voudrais vous poser, c'est quels sont pour vous les facteurs clés pour réussir la mise en place du Six Sigma? En fait, il y a une question de culture déjà. Voilà. Donc il y a 2 cultures qui sont essentielles au Six Sigma, c'est la culture du doute, la culture de la preuve. Donc sans ces 2 cultures-là, on n'y arrive pas. La culture du doute, c'est quoi? C'est on a toujours plein de certitudes au début d'un projet, et puis il m'est arrivé de nombreuses fois, et encore tout à fait dernièrement, dans lequel c'était tellement une certitude dans l'entreprise que on n'a pas eu ce réflexe, et moi aussi, hein, ça m'arrive de me tromper, hein, j'aurais dû insister. Hein, et finalement, on se rend compte à la fin que c'était quelque chose dont on était sûr, qui était finalement pas si sûr que ça. Donc la culture du doute. Au début, on fait des hypothèses, on met un périmètre et on doit vérifier. Donc voilà, culture du doute. Les certitudes ne sont jamais si sûres que ça. Hein, voilà. Donc, Newton a été remis en question par la relativité. Voilà, la relativité sera remise en question par une autre théorie, etc. Voilà, il n'y a pas de théories qui sont dans le domaine de la certitude. Et dans les entreprises, on est plein de certitudes. Voilà. Donc ça, c'est, à mon avis, premier élément, hein, qui fait que voilà, culture du doute, culture de la preuve. Culture de la preuve, on apporte la preuve. Moi, je vois des tas de projets Six Sigma. Alors, c'est vrai que l'outil est secondaire, mais justement, il doit devenir secondaire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se poser la question est-ce que tu utilises le bon outil ou pas. Ça va devenir tellement évident qu'on utilise le bon outil, mais on doit apporter la preuve. Voilà. Cet X-là, il joue sur le Y, on doit en avoir apporté la preuve. Donc, moi, je crois qu'il faut être très rigoureux là-dessus. Bon, voilà. Après, les choses sur lesquelles le facteur clé qui fait qu'on réussit un Six Sigma, moi, je crois que, bon, on va dire un peu des banalités, parce que maintenant, c'est vrai que ça commence à être bien connu, mais très clairement, se poser la question, c'est quoi mon périmètre? Enfin, les 2 questions essentielles, hein, les étapes définir, c'est quoi mon périmètre? C'est quoi mon indicateur du projet? Et l'indicateur de projet, ça, c'est quelque chose d'assez important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir comme juste un indicateur comptable, mais il faut le voir comme quelque chose qui nous permet justement aussi d'apporter la preuve à la fin qu'on a vraiment avancé. Si on n'a pas d'indicateur vraiment clé, moi je vois que les gens ils patinent un petit peu, et donc je dirais que vraiment bien définir ces étapes, passer un petit peu de temps, faut pas non plus y passer trop de temps, hein, parce que un projet Six Sigma, ce sera le 3e élément de facteur clé. Moi je crois qu'il faut aller assez vite.
Je crois que le challenge de Six Sigma aujourd'hui, c'est de faire des projets Six Sigma dans des temps plus courts. Et le périmètre, pour ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. On prend souvent des périmètres trop importants. Évidemment, il vaut peut-être mieux des plus petits projets, etc., avec des étapes, et puis on ferme un projet, mais on avance, quoi. Voilà. Donc, moi, j'habite à Annecy, il y a un lac. Et ce que je dis souvent avec les gens que je côtoie, c'est que quand je fais du kayak sur le lac, je ne vais pas au centre du lac. C'est pas parce que j'ai peur de me noyer, c'est parce que quand je suis au centre du lac, je n'ai pas l'impression d'avancer. C'est-à-dire que quand je suis au bord du lac, à une vingtaine de mètres, et puis que je vois les arbres qui défilent, je vois que j'avance. Et bien, ce qu'il faut dans un projet Six Sigma, c'est voir les arbres qui défilent. Et quand on met des périmètres trop larges et puis qu'on fait des projets qui durent 1 an, et ben on ne voit pas les arbres qui défilent, et ça, c'est fatigant, quoi. Ah, très belle métaphore. J'adore la métaphore. Ouais. Donc là, on expérimente avec des entreprises Six Sigma sous forme de sprint. Un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ces méthodes qui sont venues un petit peu de l'informatique. C'est de paralyser les tâches. Si vous regardez les tâches définies, il y a un certain nombre de tâches, et bien vous mettez un black belt qui anime un groupe de travail de 3 ou 4 personnes, on fait des sprints et on se dit, voilà, toi tu définis le périmètre, toi tu vas regarder ça, toi tu fais le plan de communication, etc. Et puis dans une semaine, on se retrouve et ça doit être fait. Et voilà, l'étape définie, elle dure 1 semaine. On fait des sprints comme ça, très courts, avec des mailles qui sont très très courtes, justement pour pouvoir défiler les arbres. Et on paralyse les tâches et on arrive à faire des projets Six Sigma en temps très court. Un petit peu le principe des chantiers aux Chines, dans lequel les gens ils bouleversent toute une usine. Mais finalement, quand vous gagnez, on fait des projets Six Sigma, on demande qu'ils gagnent, ils gagnent 100 000 euros minimum, 200 000, 300 000 euros par an. 300 000 euros par an, si vous gagnez 6 mois sur le projet, vous avez gagné 150 000 euros de plus. Donc, ça vaut le coup de faire des sprints, quoi. Voilà. Et puis moi, dans un projet Six Sigma, il y a des phases blanches que je blanchis. C'est-à-dire qu'un projet qui dure 6 mois, c'est pénible. Par contre, moi, il m'arrive d'avoir des projets qui durent 3 mois. Mais dans les 3 mois, en fait, la réalité, c'est que le lead time, il est de 6 mois. Pourquoi ? Parce que là-dedans, il y a 3 mois qui sont blancs. Par exemple, pour par exemple, on a très clairement étape innovée, on a innové, mais il faut lancer des essais, etc. Et il y a une disponibilité. Pendant 3 semaines, on n'a absolument pas travaillé dessus. Et donc, on met blanc, on ne travaille pas sur le sujet, on travaille sur autre chose. Et donc, il ne faut pas partie du projet lui-même, puisque c'est des temps qui sont blanchis, quoi. Voilà. Donc, je compte bien les temps vraiment de travail, parce que sinon, on a toujours l'impression que les projets durent un temps fou, mais en fait, non, ils ne durent pas tant que ça, en fait. Et donc, il est intéressant de bien blanchir. Alors, évidemment, après, une fois qu'on voit que sur 6 mois, il y a 3 mois de blanc, on se pose la question, pourquoi c'est blanc ? Peut-être la disponibilité. Et on remonte à l'organisation en disant, est-ce que le champion a fait son job ? C'est-à-dire de libérer les ressources, etc. Tandis que si le projet dure 6 mois et que finalement il n'y a pas de semaine blanche là-dedans, celui qui est responsable, c'est le black belt qui n'a pas fait son job assez rapidement. Voilà, donc il faut bien, je trouve qu'il faut organiser les choses pour bien regarder les temps où on passe à faire un projet, et puis les temps sur lesquels on est dépendant des autres, et dans lesquels c'est la disponibilité des ressources, etc. Et donc c'est plus le rôle du champion ou du propriétaire du processus que finalement du black belt. On travaille actuellement un peu différemment, c'est qu'on se revoit, par exemple, on fait une revue de projet tous les semaines, et on demande est-ce que le green belt il travaille, par exemple, une journée sur son projet, mais le problème c'est qu'il a du mal à se dédier, alors que si on travaille par groupage, c'est-à-dire que pendant 1 semaine il se concentre sur ce sprint, comme vous disiez, c'est vrai que ça peut avancer beaucoup plus vite, c'est une très bonne idée. Ok, donc si vous aviez 3 erreurs à éviter à un black belt, à un green belt dans son projet, qu'est-ce que ce serait les 3 erreurs à éviter, à ne pas commettre ? La première, très clairement, on va dire, elle est tellement classique, je pense que on lit tout le temps, c'est de se jeter, sur l'étape innovée en écoutant directement tous les avis, quoi. Sauter sur la solution, c'est ça ? Oui, sauter sur la solution directement, et on va à l'étape innovée. Voilà. Donc, après, une erreur qu'on fait souvent, en tout cas, quand on a un peu de bouteille, un peu moins, mais les jeunes black belt, on va dans un groupe de travail et puis il faut savoir que chacun a ses intérêts dans une entreprise. Et en règle générale, quand on est dans les premières étapes, les discussions qu'on a avec les gens sont souvent très très orientées en fonction de leur intérêt. Donc l'erreur, c'est de ne pas assez avoir la culture du doute. Bien choisir le projet, c'est quand même quelque chose de difficile quand même, surtout au départ. Alors ça dépend de la structure de résolution de problème que vous avez dans l'entreprise.
Là, pour moi, il y a une cartographie qui est extrêmement simple. Hein. Moi, je mets ça en 2 axes. Hein. Un premier axe qui est l'axe du temps, et puis l'autre axe, c'est de la complexité. Voilà. Et donc, toutes les démarches de résolution de problèmes, elles sont dans ces 2 axes-là. Et c'est souvent, les gens représentent Six Sigma avec une pyramide. Je ne suis absolument pas d'accord. Ce n'est pas une pyramide, parce qu'une pyramide, il n'y a qu'un axe. Et il y a vraiment 2 axes, hein, c'est-à-dire que si on est donc c'est un carré, voilà, et la gestion, en fait, il y a 4 méthodes hein, qui doivent s'appliquer à l'entreprise. Il y a ce qui est évidemment doit être fait dans un temps très court et qui est simple. Ensuite, donc, on doit être capable de gérer l'escalade qui est entre ces problèmes qui sont là et puis des problèmes qui sont plus complexes mais dans lesquels on n'a pas de temps, donc il faut aller très vite. Et donc, en général, ça veut dire qu'il faut réunir des groupes pluridisciplinaires sur le sujet, mais on n'aura pas le temps de faire des analyses. Donc, on doit avoir une méthodologie de travail coup de poing sur des sujets qui sont là. Et puis, en règle générale, là, on va surtout faire du confinement, et donc il faut être capable de les gérer dans le temps. Et puis très clairement, Six Sigma, on est dans l'axe, c'est-à-dire qu'on est dans l'axe du temps long, évidemment, et on est dans l'axe de la complexité qui est élevé. Donc en fait, c'est difficile de choisir les projets Six Sigma si on n'a pas une structure d'animation de progrès et de résolution de problèmes qui est structurée dans l'entreprise. Il faut avoir vraiment une map de ces démarches qui soit bien faite, et si elle est bien faite, pour moi, il n'y a pas de difficulté de chercher des projets Six Sigma, quoi. Le Six Sigma, c'est quoi? C'est aller. Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte des outils qui permettent d'aller au-delà de ce que le cerveau humain est capable de comprendre. L'être humain, il voit en 2D, 3D quand il est fort, quoi. Je parle d'outils mathématiques. Au-delà du 3D, moi, je ne sais pas voir, moi. Voilà. Mais moi, une régression multiple à 25 facteurs ne me fait pas peur. On est dans un espace de dimension 25. Et je suis capable de le faire. Voilà, donc je suis capable de faire une ACP, je suis capable de faire. Donc les outils statistiques, ils sont là pour ça, réduire les dimensions, nous montrer des choses dans des espaces dimensionnels dont on n'a pas accès par notre cerveau. Et donc, forcément, il faut aller vers Six Sigma quand on a besoin de cette complexité. Mais il y a des tas de problèmes dans lesquels, finalement, la solution, elle est déjà dans la tête des gens. Et quand elle est dans la tête des gens, eh bien, un bon 5 pourquoi, un bon QCP, un bon NEPA, finalement, fait apparaître le consensus auprès des ingénieurs et techniciens qui s'occupent de ça, etc. Et finalement, 8D résout très, très, très bien le problème. Donc, il n'y a pas de... C'est une complémentarité. Par contre, quand la solution n'est pas dans la tête des gens, très clairement, il faut arrêter avec les solutions. Il faut arrêter de penser qu'un 5 pourquoi va nous révéler quelque chose qui n'existe pas dans la tête des gens. Donc, il va falloir aller chercher de la data, la faire parler. Il faut aller chercher des espaces dimensionnels un peu plus importants que juste 2D ou 3D. Et là, effectivement, sans stats, moi, je ne sais pas faire. Oui, tout à fait. Nous, on a l'habitude d'utiliser l'image de Sherlock Holmes, en fait. Un projet Six Sigma, c'est le chef de projet, c'est Sherlock Holmes, c'est-à-dire qu'il a une enquête à résoudre, il connaît pas la solution. Si vous connaissez la solution avant, faites pas du Six Sigma, mettez en place les actions correctives et on n'en parle plus. Évidemment. Il faut investiguer, et c'est là qu'on a besoin du Six Sigma, là où c'est intéressant. Mais Sherlock Holmes, faut se méfier, parce que Sherlock Holmes, peut-être qu'il y a un témoin qui connaît la solution, et peut-être qu'avec un bon NEPA et un bon 5 pourquoi, on le fera parler. Et il n'y a pas besoin de Six Sigma. Voilà. Donc je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que la solution, elle n'est pas dans la tête des gens. Elle est dans les datas, elle est dans une analyse, elle est dans une relation Y égale F de X qui n'avait pas été définie avant. Voilà. Alors ça, dans les choses aussi essentielles, Y égale F de X. J'en parle, c'est fondamental. Moi, je vais dans plein de sociétés, je n'y connais rien dans chacune des sociétés, et je résous des problèmes. Et l'avantage, c'est que moi, je vois les choses en forme de Y égale F de X. Peu importe ce que c'est que le Y, ce que c'est que le X, Y et X. Et si je mets en relation un Y avec un X, après l'ingénieur, il saura m'expliquer pourquoi. Mais déjà, est-ce que je suis capable de mettre ces relations? Et quand on trouve une relation qui n'avait pas été vue par un ingénieur, on lui donne des pistes de progrès. Voilà. Mais si le Y égale F de X est déjà connu à l'avance, les méthodes 8D marchent aussi bien que le Six Sigma. Ouais. Penser process, des inputs, des outputs et des variables, et ça, c'est vrai que c'est... Voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans le Six Sigma, qu'est-ce que vous leur conseillerez de faire? Quelle est la prochaine étape? Je suis chef d'entreprise, je suis étudiant, je suis salarié d'une boîte, et ça me semble intéressant, le Six Sigma.
qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour aller plus loin? Alors, pour moi, derrière Six Sigma, il y a la conception. Alors, il y a pas mal d'approches. Hein. On va retrouver un petit peu tout ce qui est lean design, des choses comme ça, mais le design for Six Sigma, donc ça c'est quelque chose de, à mon avis, absolument fondamental. C'est-à-dire que c'est bien de réduire la variabilité, mais concevoir avec peu de variabilité, c'est évidemment mieux. Donc voilà, je pense que l'étape d'après, c'est ça. Et puis après, il y a plein de choses qui sont absolument fantastiques. C'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser au design for Six Sigma, la robustesse, et on va s'intéresser aussi à toutes les techniques comme Axiomatic Design, qui sont des méthodes qui sont extraordinaires, qui sont en train d'arriver un petit peu, enfin qui ont déjà une quinzaine d'années, hein, mais qui sont plein de bon sens et qui apportent beaucoup. Donc là, très clairement, moi, je crois que le prochain challenge, hein, ce sera de s'intéresser à la conception. Et alors moi je pense à une chose qu'il faudrait relire, enfin je suis un fan de Taguchi, et quand on dit Taguchi souvent, d'ailleurs une petite anecdote, c'est que quand je suis allé me former à Taguchi, donc moi j'étais très fier, j'avais bien appris les graphes de Taguchi, c'était vraiment ce que j'avais potassé, parce que c'est ce qu'on posait de lui à l'époque, et la première chose qu'il nous a dit, il a dit, vous savez le plus grand regret de ma vie, c'est d'avoir inventé les graphes. Alors moi j'étais assez déçu parce que j'étais en train d'écrire un bouquin sur Taguchi où j'ai mis tous les graphes, j'ai dit merde, je suis en train de faire une connerie là. Alors évidemment j'ai demandé pourquoi il avait dit ça, il a dit parce que je suis connu dans le monde entier pour mes graphes, alors qu'en fait ça m'a pris une après-midi ça. C'est pédagogique pour expliquer les plans d'expérience, mais ça n'a aucun intérêt. Et c'est vrai que quand on fait des plans d'expérience, on peut tout à fait faire ça sans graphe, ça n'a pas vraiment d'intérêt fantastique si ce n'est pédagogique, quoi. Et par contre, lui, ce qu'il a inventé, c'est la notion de robustesse, les facteurs bruit. C'est-à-dire qu'il y a des Y et des X, et il y a trois types de X. Hein. Il y a les X de pilotage, les X d'entrée et les X de bruit. Et faire un processus robuste, c'est un processus qui est robuste par rapport donc aux facteurs bruit. Et l'identification dans un projet Six Sigma, justement, de ces facteurs bruit, de toutes les notions de robustesse, enfin, relire Taguchi dans l'essentiel, hein, avec les plans produits tels qu'il les fait, mais dans tout l'esprit un petit peu, la robustesse, donc la fonction perte, enfin toute cette philosophie-là. Moi, je suis persuadé qu'on est passé à côté de quelque chose d'extraordinaire. Hein, donc, j'ai milité toute ma vie pour ça. Bon, on n'a pas été très entendu sur ces choses-là, parce que mais je pense que ça reviendra forcément, parce que c'est tellement fort. Enfin, moi, j'applique ça au quotidien. Je vois la puissance de cette pensée. Je pense que très clairement, derrière ceci, on aura ça. Et puis, Taguchi, très clairement, il s'intéressait d'abord à la conception avant de s'intéresser à la réduction de variabilité de production, quoi. Il s'intéressait à la variabilité de conception. Donc je pense que plus loin, derrière Six Sigma, c'est le design for Six Sigma, mais avec vraiment ce souci de robustesse des produits, quoi. Donc design for Six Sigma, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, c'est au moment où on met en place un nouveau produit, une nouvelle machine, un nouveau process, c'est intégré, donc c'est une démarche qui ressemble au Six Sigma, qui permet de réduire cette variabilité dès la création d'un nouveau process, en fait. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Beaucoup de choses dans cette interview, donc la culture du doute, de la preuve, trouver les bons indicateurs, aller vite pour voir avancer. Les erreurs à ne pas faire, c'est de sauter sur la solution, de ne pas justement se permettre de douter. Il faut douter des choses, remettre en cause l'existant et prouver statistiquement à l'aide des outils de Six Sigma. Voilà, c'est ce qu'on pourrait synthétiser. Merci beaucoup. Merci à vous tous et au revoir. Au revoir.